Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo qui se veut très positive. Agroécologie, les solutions abondent. Bonne nouvelle. Il est vrai que nous sommes en période de crise, donc il y a des problèmes notamment dans le volet agricole. Cependant, nous avons la chance d'avoir un grand nombre de solutions qui émergent aussi en termes d'agroécologie. Donc l'agroécologie a lié l'agriculture avec la prise en compte de l'environnement et de la nature. L'objectif étant de produire des aliments de manière saine, respectueuse de l'environnement, des hommes et de la santé. Dans ce volet, il y a plusieurs solutions, comme je le dis, qui sont par exemple l'agroforesterie, l'agro-sylvopastoralisme, le semi-direct sous couvert, la permaculture, la biodynamie et l'électroculture. Voilà. Pour commencer avec l'agroforesterie, donc agro, les systèmes agraires, les champs, foresterie, les arbres, on va associer des champs, des parcelles de culture avec des rangées d'arbres, par exemple. Donc ceci va avoir un grand nombre d'intérêts. Je vous conseille de voir ce que fait l'AFAF, l'association française d'agroforesterie, qui est très active sur le sujet. Voilà, vous trouverez pas mal de choses sur internet. Donc en fait, là il s'agit d'associer des parcelles de culture avec des arbres. Ceux-ci vont avoir plusieurs intérêts. Je vais donner une liste non exhaustive, juste pour vous donner quelques idées. Voilà. Donc les arbres, déjà, ils vont avoir des racines profondes. Celles-ci vont pouvoir à terme se connecter avec les nappes phréatiques, donc emmener l'eau de pluie jusque la nappe. On sait que sur un champ, sur des grandes étendues, si tout est à nu, l'abattance de la pluie qui tasse le sol plus zéro arbre, l'eau ne peut plus trop s'infiltrer dans le sol. Donc voilà, les arbres vont permettre de réinfiltrer l'eau dans le sol. Leur racine aussi va remonter des nutriments en surface. Ensuite, la chute des feuilles qui vont aller sur le sol va à terme créer de l'humus, augmenter le taux de matière organique du sol. Donc il s'agit là en fait d'augmenter la biomasse sur le site, de ne pas faire que extraire de la matière, de permettre de créer de la biomasse directement sur le site. Voilà. Ces arbres aussi vont pouvoir faire office de brise-vent. Je rappelle qu'une haie va filtrer le vent sur 15 à 20 fois sa hauteur sur la longueur. Ce qui peut ne pas être négligeable sur les régions où il y a des très forts vents pour protéger les cultures. Ces arbres permettent de multiplier les productions, donc à terme production de bois, production de fruits, de baies, production de bois de chauffage ou bois d'œuvre, comme j'ai dit. Ça va permettre aussi de créer des niches écologiques, des nouvelles niches écologiques. Donc par exemple pour les oiseaux, on sait que les oiseaux, s'il y a des oiseaux, eux ils vont ramener du phosphore dans leur déjection. Leur déjection fertilise. On sait aussi que le chant des oiseaux stimule la croissance des plantes. Donc avoir des oiseaux c'est aussi bénéfique, malgré qu'on peut avoir une vision assez négative de l'oiseau. Donc on parlera d'auxiliaires de culture, donc ça va amener des auxiliaires de culture. Ces arbres peuvent créer de l'ombrage, donc pour la protection de certaines cultures, lutter contre l'érosion. Donc l'érosion c'est la perte de terre avec la pluie. Si on fait une barrière végétale, ça stoppera l'érosion au niveau de cette barrière. Bon. Bien sûr l'objectif c'est de stopper de stopper carrément l'érosion, par exemple par une technique de semi-direct sous couvert, comme on va le voir. Voilà. L'arbre stocke du carbone aussi. Dans l'arbre, on sait qu'il va capter le CO2 et rejeter de l'O2 que nous respirons, donc il manque le C.
Le C, c'est le carbone. En fait, il va le garder en lui, ce sera le carbone, c'est ce qui va faire son ossature, hein. On peut, quand on taille ensuite les branches, les disposer sur le sol par exemple, donc on parle de BRF, et permettre de nourrir les champignons, champignons utiles, on le sait, je rappelle la vidéo d'Hervé Covès sur le cycle du phosphore, qui nous donne beaucoup d'intérêt à remobiliser le champignon dans nos sols. Voilà, très brièvement, hein. Ensuite, on a l'agro-sylvo-pastoralisme. Donc l'agro-sylvo-pastoralisme, c'est quoi ce nom barbare? Agro, ça vient les systèmes agraires, donc les cultures. Sylvo, c'est les arbres. Pastoralisme, ça va être le bétail. En fait, c'est créer des interactions entre les champs, les arbres et le bétail. C'est des techniques ancestrales qui ont été utilisées depuis très longtemps. Avant l'industrialisation, on pratiquait ces techniques-là. Donc elles ont beaucoup d'intérêt. Bien sûr, ça demande de la main-d'œuvre, mais pour développer ces techniques-là, il y a besoin de main-d'œuvre, hein. On sait d'ailleurs qu'une étude de Terre de Liens Normandie, je le rappelle, je l'ai déjà dit, nous disait que 600 000 emplois pouvaient être créés avec une agriculture fondée sur le bio et la souveraineté alimentaire locale. Donc voilà, en termes de chômage, ça peut être aussi une solution, hein. Voilà, donc je reviens à nos moutons. Des cultures, des arbres et du bétail en interaction pour avoir un système productif et sans épuiser les sols. Je donne un exemple que j'avais déjà donné, c'est Monsieur Bourguignon qui nous en parle. Donc Monsieur Bourguignon, il y a ce livre-là, Le sol, la terre et les champs, qui est pas mal. Il nous raconte une histoire, c'est, je ne sais plus si c'est en Asie ou où exactement, mais bref, on a donc des plantations de riz. Donc à la fin on ramasse le riz, quand le riz est ramassé, les paysans envoient des canards, donc les canards eux ils vont ramasser les petits grains de riz qui restent, derrière ils font des déjections, les déjections fertilisent, il y a des rangées d'arbres autour, ces arbres sont de la famille des fabacées ou légumineuses, donc ils enrichissent le sol en azote grâce à leurs racines qui sont en association avec des bactéries, et ensuite ils coupent aussi ces arbres et ils rajoutent les branches sur le sol, donc ça va amener du carbone. Voilà, donc un exemple d'interaction bénéfique. Ensuite, nous avons les semis directs sous couvert. Donc les semis directs sous couvert, c'est des techniques vulgarisées, donc j'en parlais à l'instant, par notamment par Lydia et Claude Bourguignon. Ça c'est pour les cultures donc on va dire plutôt les monocultures ou les cultures de grande surface où on utilise des tracteurs. On va arrêter de labourer le sol, on va utiliser des végétaux pour améliorer les propriétés agronomiques du sol, pour augmenter la vie du sol. Je vais donner un exemple. En fait, si je fais une culture de céréales, une fois que j'ai ramassé mes céréales, je vais planter plusieurs végétaux utiles, tels que des légumineuses qui enrichissent le sol en azote, comme on a vu, des crucifères. Les crucifères, elles ont les fleurs en croix. Elles vont capter par exemple le potassium qui va se lessiver, et elles pourront le remettre dans le circuit par la suite, en les mettant sur le sol, hein, les plantes après broyage. Et par exemple des plantes aussi à racines pivots. Donc les racines pivots vont permettre de travailler la terre, de l'ameublir. Voilà. Donc quand on voudra planter une nouvelle, on laisse ces plantes-là pousser. Quand on voudra planter une nouvelle culture, la culture intercalaire de végétaux qu'on aura plantée, on aura juste à la broyer et à la laisser en surface. Donc celle-ci va protéger le sol, donc des intempéries, nourrir la vie du sol,
Parce qu'on sait que si on veut des plantes en bonne santé, il faut un sol en bonne santé. Un sol en bonne santé, normalement, si le sol est bien, ce qu'il y a dessus est bien aussi, hein. Donc voilà, la culture intercalaire, on la broie, on la laisse en surface, elle va permettre donc, tout un tas de choses bénéfiques. Ensuite, pour semer, comment on va faire, c'est bon, il faut bien sûr des outils nouveaux, hein, pour faire ces techniques-là, hein. Pour semer, on va faire des sillons dans ce mulch, dans cette couverture végétale, et on plantera la graine à l'intérieur de ce sillon. Sans retourner le sol, hein, bien sûr, hein. La terre aura été ameublie, enrichie par les plantes et les vers de terre. Voilà, donc c'est des techniques récentes. Bien sûr, il y a encore beaucoup à expérimenter et à découvrir, mais ça mérite qu'on s'y penche dessus. Voilà, à terme, on pourrait économiser donc du temps, on ne laboure plus, de l'argent, de l'essence, et diminuer fortement les engrais. Bon, l'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à des systèmes où on n'utilise plus les engrais, mais bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain quand on est en conventionnel, hein, de passer sur un autre système, hein, ça prend du temps, bien sûr. Voilà. Bon. Ensuite, on a la biodynamie. Donc la biodynamie, c'est un courant initié notamment par Rudolf Steiner. Donc il faut lire du Rudolf Steiner, hein, là-dessus. En fait, c'est quoi? C'est comprendre que les plantes sont aussi soumises à des cycles naturels terrestres et sont influencées aussi par des cycles cosmiques. Donc, cosmique, hein, pas comique, hein, comme je le dis, parce que bon, quand on parle de cycle cosmique, ça fait rire les gens. Mais voilà, les plantes sont aussi influencées par la Lune, par le Soleil, par les astres. Tout ça, ça a des interactions, hein. Les anciens le savaient très bien, hein. Et maintenant, on s'en rend aussi de plus en plus. Voilà, donc la biodynamie, c'est prendre en compte ces cycles-là. Par exemple, utiliser un calendrier des semis où on plantera nos graines à la bonne période. Par exemple, la Lune montante fait des appels de sève vers le haut. La lune descendante renvoie plutôt la sève au niveau racinaire, enfin, renvoie la plante au niveau racinaire. Voilà. La biodynamie, c'est aussi... Bon, je vulgarise, je ne peux pas tout dire. L'objectif, c'est de parler brièvement de ces techniques-là, hein, donc bien sûr que c'est incomplet, mais c'est pour donner des petites précisions, hein. Je continue. La biodynamie, c'est aussi utiliser des préparations donc biodynamiques que les plantes reconnaissent au niveau de l'information. On va par exemple utiliser le compost de tonneau de Maria Thun, les BD 500, 501, 502, 503, etc. Donc ça va être, on utilise des plantes. Ces plantes, on va les faire se décomposer dans des situations spéciales. Par exemple, l'écorce de chêne dans un crâne enterré dans le sol, de la bouse de vache dans une corne de vache enterrée dans le sol. Voilà, ensuite, on va réutiliser une petite partie de cette mixture qu'on va mélanger à de l'eau et puis les pulvériser sur le champ, sur les champs. Voilà, ces préparations. Au passage, il y a un article sur le site, sur mon site Permafutur, où j'ai extrait tout un tas de recettes, entre guillemets, du livre La vie secrète du sol de Peter Tompkins et Christopher Birds. Donc vous avez tout un tas de recettes biodynamiques sur le site, voilà comment les préparer et les utiliser. Actuellement, il y a une mouvance dans la viticulture autour de la biodynamie. Voilà, je vais mettre un petit lien sur le film aussi In Vino Vita, très intéressant. Voilà, une mouvance de la biodynamie qui améliorerait le goût. Avec le vin, on ne peut pas mentir, hein, un bon vin, voilà, on regarde aussi avec le goût, hein. Voilà brièvement. Donc la biodynamie, comprendre que les plantes sont aussi liées à autre chose, voilà, d'aérien, on va dire.
de cosmique, de terrestre. Voilà, c'est s'intéresser à des choses qui ne sont pas forcément mises en avant au premier coup. Voilà. Ensuite, on a la permaculture. La permaculture, il y a une mouvance actuellement autour de la permaculture. Elle a été initiée par Masanobu Fukuoka et David Holmgren et Bill Mollison. C'est une philosophie de pensée qui s'applique à un large panel de choses telles que l'habitat, l'éducation, la santé. Et la permaculture s'applique aussi dans l'agriculture. Donc ça serait là la culture de la permanence, donc produire durablement, produire tous les ans de la nourriture sans épuiser son sol, des aliments sains bien sûr, respectueux de l'environnement. On s'inspire de la nature, on doit comprendre la nature pour s'y intégrer et créer des systèmes se rapprochant le plus possible de l'état naturel. Voilà. Donc en permaculture, on applique aussi le non-labour, les associations de plantes utiles, le fameux maïs haricot courge. On travaille avec la vie, on travaille avec les insectes qui travaillent pour nous. On s'intègre dans le paysage local. Voilà. La permaculture, c'est plutôt pour créer des micro-fermes à petite échelle. Voilà, ça favorise le local, on va dire. J'ai fait une petite vidéo de présentation de la permaculture en 5 minutes. Je vous invite à la regarder. Je vais mettre un lien là. Vous avez aussi le film Demain qui en parle, qui est très bien. Et j'ai vu une bande-annonce là, l'éveil de la permaculture. Je vais mettre un lien aussi. Il a l'air, ça va être pas mal ça, je pense. Voilà, donc permaculture, culture permanente, alimentaire notamment, plantes médicinales et sauvages comestibles. Voilà, comprendre la nature, s'y intégrer, créer des systèmes durables. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas dit? L'électroculture. L'électroculture, c'est quelque chose de très ancien, mais qui revient au goût du jour et à l'ordre du jour grâce à Internet et Yannick Van Dorn. Donc actuellement, c'est encore très peu connu, mais ça se développe grâce à Internet. Donc l'électroculture, c'est comprendre les ondes électromagnétiques qui nous entourent, les ondes électromagnétiques naturelles, donc qui influencent la vie et les plantes. Comprendre l'histoire de l'électroculture aussi et utiliser ces fameuses ondes pour augmenter la croissance, la germination ou la résistance aux maladies. Donc l'électroculture s'inspire d'anciennes recherches, par exemple les fameuses tours irlandaises, donc des tours qui sont en Irlande et qui rentrent en interaction avec le champ électromagnétique. Mais c'est aussi comprendre la vie différemment, comprendre que les plantes ne sont pas physiques, elles sont aussi énergétiques, que toute réaction physique a aussi une réaction électromagnétique. Par exemple, quand je mets un engrais sur le sol, cet engrais, il y a une réaction physique, mais ça crée aussi un déséquilibre électrique. Voilà, que les plantes, elles vont en profondeur, elles descendent vers le moins, donc elles descendent vers le moins de la terre. L'aérien, c'est plutôt positif, donc la plante monte vers le positif, voilà. Voilà, donc c'est une autre approche, c'est complémentaire du reste, ça permet de... Voilà, mais tout est lié en fait. Donc moi je vous propose de vous intéresser à toutes ces solutions. Donc elles s'appliquent à petite, moyenne et grande échelle. Tout est lié, on peut semer toutes ces solutions partout. Bien sûr, ça ne se fait pas en claquant des doigts, c'est du travail. Il y a beaucoup de choses à refaire actuellement. Mais voilà, il faut le faire. On n'a pas le choix. Voilà, donc au final c'est bien. C'est bien, on a Internet, on a des moyens d'information, on peut se partager l'information, on a la chance d'avoir des super livres qui sont écrits, des très bonnes conférences en ligne. Voilà, ça bouge. Je vous remercie.
Bien sûr, c'était une petite explication brève, hein, je ne rentre pas dans tous les détails, c'est plutôt de la vulgarisation. Une vidéo qui se veut positive. Je vous remercie, merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux pour tous vos petits commentaires sympas, j'apprécie, c'est gentil. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Je compte pour 2 nouvelles vidéos. Je compte mettre en place, je suis en train de mettre en place des stages aussi là pour l'été 2017. Pour l'instant, je m'occupe du volet permaculture. Voilà, donc merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à vous. Profitez bien. À bientôt. Merci.